Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. L'immunité collective mondiale est-elle vraiment possible face aux variants du Covid près de 3 ans après le début de la pandémie? C'est l'une des questions que nous allons poser à Jules Hoffman, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes biologiste, membre de l'Académie des sciences, que vous avez d'ailleurs présidé en 2007-2008. Vous êtes aussi membre de l'Académie française et titulaire de la chaire de biologie intégrative à l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg. Alors, c'est la semaine de la remise des prix Nobel. On les égrène dans ce journal tous les jours. Aujourd'hui, on l'a dit, c'était celui de chimie qui a été décerné aux Américains Caroline Bertozzi, à Barry Sharpless et aux Danois Morten Medal. Alors, ils sont récompensés. Je sais que ce n'est pas votre spécialité. Je dois vous avouer que j'ai eu un bac scientifique et que j'ai fait de la biochimie, mais c'est la première fois que j'entends ce terme récompensé pour le développement de la chimie clique. En un mot, c'est quoi la chimie clique? Écoutez, en un mot, c'est une façon d'associer de façon permanente différentes molécules, deux types de molécules par exemple, et qui permettent ensuite de suivre la destinée de ces molécules et de la suivre. Ce qui m'a beaucoup plu ce matin, j'ai écouté comme vous, les discours, c'est qu'effectivement, les travaux notamment de la dame ont permis de faire ça sur des cellules vivantes. Et c'est-à-dire des expériences in vivo. Et puis, ça permet, alors, nous avons dit d'un côté de suivre la destinée de certaines molécules, si on les clique à d'autres, et puis ça permet aussi de porter des médicaments, si vous voulez, dans certaines zones, peut-être dans certaines tumeurs. Importance aussi pour répertorier, pour cartographier l'ADN? Oui, oui. Enfin, ça, alors je pense avoir compris ce matin que l'histoire, c'est ça qui a été utilisé pour séquencer aussi l'ADN. Oui. C'est pas. Écoutez, les acides aminés. Voilà. En tout cas, il y a. Voilà. Vous allez inviter mon ami Alain Aspect l'année prochaine. Qui connaît très bien le sujet. Bon, voilà, c'était la question d'actualité. Alors, on rappelle que l'on ne candidate pas pour obtenir ce prix Nobel, ce prestigieux prix. Vous, à l'époque, dites-nous comment vous aviez appris l'heureuse nouvelle. Moi, j'ai fait une série de conférences en Chine. Et donc, je ne m'attendais pas, enfin, c'est ce qu'on dit toujours, je ne m'attendais pas à ce prix. Et donc, j'étais à dîner avec des collègues chinois quand ils ont reçu des coups de fil sur leur portable. Je n'avais pas mon portable avec moi. Et puis c'était toute une série c'était incertain pendant un certain temps parce que ils avaient eu, c'est-à-dire les gens de Stockholm n'avaient pas réussi, ils avaient réussi à joindre mon laboratoire à Strasbourg, mais puis ils n'avaient pas réussi à me joindre. Mais là, pas le jour J quand même, si le jour où ça a été dévoilé en public. Ça a été dévoilé en public. Vous l'avez appris comme le grand public, absolument. Quelques heures avant. Absolument. Alors finalement, donc moi mon doute était toujours que finalement c'était le contact qu'ils avaient eu était avec un desk clerk à l'hôtel. Et puis, bon, il y a beaucoup de confusions qui peuvent se produire. Ça s'est souvent produit. Vous étiez incrédule, quoi. J'étais incrédule. J'étais surtout inquiet du choc psychologique. Si pendant quelques secondes, vous y croyez, et ensuite, pendant le reste de votre vie, vous vous rendez compte que ce n'était pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, ça, c'est compliqué. Heureux, fier? Pardon? Heureux, fier? Si vous voulez vraiment me laisser parler, je veux dire que j'avais une inquiétude, vous savez, que quelque part, quelque chose, quand d'autres referaient, pas que nos expériences étaient fausses, mais que quelque part, on avait quelque chose nous avait échappé. Et j'ai toujours dit, après les expériences clés, j'ai toujours dit que je serais vraiment détendu le jour où d'autres auront, de façon non cherchant pas à vérifier, mais pas d'autres approches auront trouvé le même. En tout cas, votre découverte, c'était en 1996. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il n'y a pas eu de changement. On va aborder vos travaux. Mais est-ce que c'était une consécration pour vous, ce Nobel? C'est vrai que pour le commun des mortels, on ne sait pas ce que ça représente. Oui. Écoutez, pour être très honnête, surtout c'était une justification de toutes les décisions que j'avais prises pendant les nombreuses années de science. On n'aura pas le temps d'en parler, mais j'avais beaucoup de difficultés à me lancer dans l'immunité des insectes. Et parce que, à la fois, mon patron qui m'avait donné ce sujet de thèse, quand il est parti à la retraite, l'université voulait fermer le laboratoire en disant que les insectes s'intéressent plutôt l'INRA, et puis il n'y a pas de vraie immunité. Oui, vous êtes entomologiste, hein, c'est la branche qui étudie les insectes. Je travaillais avec mon père à Luxembourg pendant de nombreuses années. Et puis, oui, finalement, ensuite,
même au CNRS, j'étais au CNRS, l'essentiel de ma carrière, le directeur du département des sciences de la vie, à un moment où mon laboratoire devait être renouvelé, a dit « Oh, écoutez Jules, est-ce que vous ne pourriez pas faire autre chose? Vous faites... » J'étais connu, on était connu pour la chimie des hormones, d'insectes, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une immunité chez les insectes. Et si le CNRS voulait s'y mettre à ce moment-là, on demanderait peut-être à des médecins de s'y mettre comme ça. Et il y avait heureusement avec moi Madame Nicole Ledouara, un très grand biologiste du développement, qui était là comme directeur adjointe et qui a dit « Mais Roger, laissez Jules faire, ils trouveront des choses intelligentes. » Et quand on voit ces images là au laboratoire du CNRS, quand vous travailliez, vous y pensiez au Nobel? Non. Jamais? Non, jamais. Non, ça aussi, c'est une... Je crois qu'il y a peu de gens qui font de la recherche pour avoir des prix. J'en ai pas connu beaucoup. J'en connais quelques-uns. Et puis, non, et puis, certes, c'est un prix qui est tellement... Bon, ça fait énormément plaisir, mais c'est aussi un peu étouffant. Oui. Pourquoi? Parce que ça donne des responsabilités. Parce que vous avez, si vous lisez un peu ce que pensait faire de ce prix Alfred Nobel, c'est quand même pour faire quelque chose, d'abord trouver quelque chose qui apporte à l'humanité des éléments nouveaux, qui peuvent servir, et ensuite aussi donner l'envie de la recherche, donner l'envie de travailler dans ces domaines aux jeunes. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Personnellement, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ça me permet... professionnellement. Hein. Oui, non, mais ça me permet, si vous voulez, à l'âge que j'ai, je peux paraître jeune si vous voulez me faire plaisir, mais à l'âge que j'ai, ça me permet de continuer à travailler, d'être financé. Je ne suis plus payé par le CNRS, je ne suis payé par aucune instance française, mais je peux travailler si j'arrive à lever des crédits. Alors ça, j'arrive... Et pour la société, qu'est-ce que ça change? Le champ d'application, par exemple, vous, de votre découverte? Écoutez, ça a changé beaucoup. En dehors de la fierté du pays, du récipiendaire, bien entendu. Non, je veux dire que quand même ce que nous avons fait, donc travailler sur l'immunité innée, hein, je peux aller dans ce sens-là, vous raconter un peu Allez-y. Oui, immunité innée. À l'époque où nous avons commencé ça, il y avait peu de gens qui croyaient vraiment. Ça a été découvert par Metchnikov à la fin du siècle précédent. Et puis, en même temps, à l'époque, on avait déjà compris qu'il y avait une autre forme d'immunité qu'on appelle adaptative. Et c'est ça qui fait les anticorps, etc. Et alors, tout le monde, pendant cette belle période, deuxième moitié du XXe siècle, et qui était très belle, parce que là, il commençait à y avoir de la biologie moléculaire, une biochimie avancée, de la biologie moléculaire, etc. Et un tas de choses pouvaient commencer à séquencer l'ADN pendant cette période. Tout le monde se focalisait sur les anticorps, les récepteurs les lymphocytes, sont les cellules qui sont impliquées dans l'immunité alors adaptative. Et par contre, pour l'immunité innée, personne vraiment ne s'y intéressait. Et c'était considéré comme secondaire. Alors bien sûr pour les insectes, si vous voulez. Mais alors il faut dire à nos auditeurs que 80% des espèces sur Terre, aujourd'hui encore, sont des insectes. Et qui n'ont pas d'immunité adaptative, qui ne font pas d'anticorps, qui n'ont pas de lymphocytes. Et alors la question qu'on se posait était comment imaginer que les insectes se défendent bien. Ils transmettent des maladies, hein, on le sait, mais ils se défendent bien eux-mêmes contre les maladies. Comment font-ils en l'absence d'anticorps, en l'absence de lymphocytes? Et c'est le cœur de vos recherches. Voilà. On parle d'anticorps, on parle d'immunité. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'humanité a atteint une immunité collective face au Covid-19 ? Écoutez, alors là encore, je ne suis pas vraiment habilité à parler de cela, mais je donne mon sentiment. Je suis quand même tous ces travaux et oui, je pense que l'immunité y arrivera. Et si elle n'arrive pas, actuellement, la production de vaccins est tellement bonne qu'on arrivera alors comme pour la grippe de faire tous les ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette pandémie, vous? L'enseignement? Écoutez, je suis comme tous les gens, enfin comme tous les gens qui suivaient ça, au début, je ne pensais pas que ce serait aussi grave. Je voyais pas encore... Et ce n'est pas, d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi, comparé à la grippe, il y a plus de morts par la grippe que par le Covid. Et donc, on pensait à l'époque que c'est une forme éventuellement, au niveau médical, une forme comme ça. Et puis finalement, il y a quand même énormément de morts. Hein.
1,3 million. Il y a le fait d'un 1,3 million, il n'est pas cerné ce virus. En fait, avec toutes ces mutations, vous aviez signé, il y a tout juste un an d'ailleurs, en septembre 2021, une tribune avec Oxfam pour demander à l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne? Parce que forcément, c'est le vaccin BioNTech Pfizer qui y était produit, vaccin ARN messager. Pourquoi vous avez signé cette tribune pour demander à ce qu'il n'y ait pas de licence et que ce soit en libre accès dans le monde? On espérait que ça faciliterait, et ça aurait facilité l'utilisation du vaccin dans tous les pays, en Afrique et d'autres pays, peut-être aussi chez nos frères chinois. Ouais. Parce que... La question, c'était quelle est l'efficacité d'un vaccin si des milliards de personnes n'y ont pas accès? C'était ça. Oui, c'est ça. Vous parlez d'immunité collective, si on n'arrive pas un jour à vacciner tout le monde, à ce moment-là... l'immunité collective. Alors, il y a évidemment l'immunité si on parce que, comme vous le savez, beaucoup des infections ne sont pas graves. Oui. Et donc, mais ça fait quand même produire des anticorps et stimuler les lymphocytes. Et puis, donc, d'une certaine façon, il y a cette immunité collective qui se mettra en place. Alors, moi, je ne peux pas vous prévoir, donc il faudrait des modélisateurs. Et en espérant aussi qu'il y ait des hôpitaux plus forts, en capacité aussi d'accueillir les patients, puisqu'on nous avait promis des lits beaucoup plus. Ce n'est pas forcément le cas. Oui, ben ça c'est encore une autre question. Merci. Merci beaucoup, Jules Hoffmann. On aura l'occasion, on espère, de vous recevoir à nouveau prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité.